Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce vendredi 15 avril au Nigeria. Retour sur les commémorations rendues hier pour les 2 ans du kidnapping des 276 lycéennes de Chibok par Boko Haram. Nous vous le disions dans notre édition du soir, une vidéo de la chaîne américaine CNN a été diffusée, prouvant que 15 de ces jeunes filles captives étaient en vie récemment. La vidéo transmise par les islamistes au gouvernement nigérian servirait de négociation pour la libération des jeunes filles. À Abuja hier, en tout cas, des familles de ces adolescentes enlevées ainsi que des sympathisants ont manifesté pour demander aux autorités d'agir pour la libération de ces captives. De son côté, le gouvernement déclare lui être en train d'étudier les preuves de vie supposées de cette vidéo diffusée par CNN. À Chibok, Lagos ou encore ici à Abuja, de nombreuses marches ainsi que des veillées de prière ont eu lieu hier. Manifestation toujours très soutenue par les membres du mouvement de solidarité Bring Back Our Girls. Je vous propose d'écouter ces déclarations de manifestants qui étaient présents hier à Abuja, notamment au sujet de cette vidéo Preuve de vie de CNN. Ceci est une preuve de notre plaidoyer selon lequel les filles sont en vie et qu'il faut les secourir avant que les choses ne dégénère. C'est malheureux que le gouvernement ait cette vidéo depuis décembre ou janvier et qu'il dit n'avoir aucune information fiable. L'autre jour, quand on a rendu visite au président, il a dit qu'il n'avait aucune information quant à la localisation des filles, alors qu'ils ont la vidéo depuis décembre. Je pense que ce n'est pas correct, ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas juste. On pense beaucoup à elles si elles ne le savent pas. Et selon un haut responsable du gouvernement nigérian, les autorités avaient déjà reçu de Boko Haram, mi-janvier, 5 photos d'otages, photos vues par l'agence France Presse. Cet envoi a été précédé, selon lui, de la réception de la vidéo montrée par CNN. Politique en Gambie à présent, un nouveau chef de la commission électorale a récemment été désigné. À 8 mois du prochain scrutin présidentiel, le chef de l'État Yahya Jammeh a nommé Ali Momar Njai. Monsieur Njai remplace ainsi Mustapha Karayol suite à son départ en retraite avec une prise d'effet au 7 avril dernier. Monsieur Karayol a dirigé la commission électorale indépendante gambienne depuis 2006. C'était après avoir été commissaire dans cet organe actuel et le précédent provisoire pendant 2 décennies. En tant que nouveau chef de la CEI, aujourd'hui, Ali Momar Njai aura lui la charge d'organiser cette prochaine présidentielle à tour unique qui est fixée au 1er décembre 2016. Élection dans laquelle le président gambien Yahya Jammeh se représentera pour un nouveau mandat présidentiel après plus de 21 ans à la tête du pays. Des élections législatives devraient ensuite avoir lieu, ce sera en avril 2017. Et une semaine après cette nomination, et alors que le président gambien est lui en Turquie pour le sommet de l'organisation de la conférence islamique, une manifestation a éclaté hier à Serekunda. Les manifestants qui ont battu le pavé pacifiquement dans cette grande ville située en périphérie de Banjul revendiquaient des réformes politiques en amont de cette présidentielle qui aura lieu en décembre prochain. Dans une Gambie maintenue de main de fer par le président Yahya Jammeh depuis plus de 2 décennies maintenant, les manifestations sont généralement très rares. Il semble que les protestataires qui ont défilé hier avaient profité de l'absence de leur chef d'État pour exprimer calmement leurs griefs. Malgré tout, le rassemblement a été brutalement dispersé par les forces de l'ordre. Plusieurs blessés ainsi que des personnes arrêtées ont été reportés. Après la sécurité, c'est d'immigration qu'il était hier question au Mali. Bert Koenders, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, était en visite à Bamako avant de se rendre ensuite au Ghana puis en Côte d'Ivoire. Raison de la tournée de cet ancien chef de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, soutenir la mise en application du plan d'action adopté entre les États africains et européens sur l'immigration. M. Koenders a été accueilli à sa descente d'avion au Mali par le ministre de la décentralisation, Mohamed Ag Erlaf. Il s'est ensuite rendu dans le camp de la MINUSMA dénommé Assifou pour All Sources Information and Fusion Units, où il a pu rencontrer le contingent de son pays, les Pays-Bas. Et après le quartier général de la MINUSMA, Bert Koenders a également visité la direction de la police des frontières, le lieu où se déroule l'enrôlement pour l'obtention des nouveaux passeports biométriques maliens. Écoutez M. Koenders, notamment au sujet des questions migratoires. Il faut trouver un modèle aussi
de coopérer sur les renseignements, sur la protection des frontières, mais aussi sur les problèmes long terme de développement. Il y a un fonds fiduciaire que les pays européens ont construit. Il y a déjà 3 programmes très importants pour le Mali. Bon, j'étais intéressé de voir comment ici au Mali, on fait la procédure d'identification des personnes au rapport d'une demande de passeport. Et je crois le plus efficace et le plus précis, ce sont des passeports biométriques. Parce que là, on peut éviter la fraude, on peut vraiment être sûr de comment on va identifier les gens. Et moi, j'ai vu et j'étais impressionné de voir comment les procédures sont faites ici. Non, je crois que le plus important, c'est l'opérationnalisation. Ça veut dire que c'est important que la population locale, mais dans tout le Mali, c'est pas seulement le Nord, qui voit aussi les conséquences du paix. Je crois que ça, c'est important. Et je crois sur le niveau de justice, sur le niveau de développement, mais aussi sur le renforcement des capacités de MINUSMA, nous devons rester un joueur ami solidaire avec le Mali. Un mot de sport à présent avec le suivi de notre saga de la semaine sur le Tour cycliste international du Togo. Hier s'est disputée la 3e étape de ce 25e tour avec la victoire de l'Ivoirien Isiaka Fofana. Cette étape longue de 116 km a été courue entre Kabou et Tchamba en 3 heures, 20 minutes et 12 secondes, soit une vitesse moyenne de 34,7 km/h. Le Sénégalais Ndiaye Moussa est lui arrivé en 2e position, suivi d'un autre Ivoirien, Bassirou Konté, 3e de l'étape. Au classement général, après les 3 premières étapes, le Burkinabé Mathias Sorgo porte le maillot jaune de leader, avec un temps général de 8 heures, 39 minutes 27 secondes. Il est suivi de Abou Sanogo de la Côte d'Ivoire, devancé de 10 secondes par le maillot jaune. Quant au Burkinabé Noufou Minougou, il est 3e au classement général avec un écart de 23 secondes sur le premier. Écoutons le vainqueur de l'étape d'hier, Isiaka Fofana. Il était au micro de notre correspondant au Togo, Noël Tadénion. Peut-être quand ça restait 30 km de l'arrivée, nous on avait nos stratégies en place. Le coach m'avait demandé à ce que j'amène l'attaque et je n'ai pas l'un de mes coureurs. Bon, j'ai l'un de mes coureurs qui s'est bien senti bien, s'est bien comporté, Lengani Amadou. Il s'est échappé, une belle échappée. J'ai dit bon, c'est que Fofana, il faut rester dans le peloton. Pour venir discuter, l'arrivée au cas où on les prend, il faut que je prenne mes décisions, puisque le comté Bachirou m'avait dit déjà qu'il est en panne. Donc lorsqu'on est arrivé, on a pris l'Engana à 2 km, il y a l'un de mes coureurs qui a piqué. Et à 500 mètres, on l'a pris, j'ai dit mais je n'ai rien en tête, il faut que je bombarde. Et j'ai contré ici Venezuela, par la grâce de Dieu. Et terminons notre journal en Afrique du Sud. 20 ans après sa création, quel bilan sur le travail de la Commission Vérité et Réconciliation ? En révélant les horreurs de l'apartheid dans le pays, cette commission devait aussi permettre de panser les plaies du passé. Mais aujourd'hui, certains spécialistes lui reprochent de n'avoir pas complètement accompli sa mission, parfois par manque de volonté du pouvoir actuel. Reportage. Enfin, en février, 33 ans après les faits, ces anciens officiers de police sud-africains ont été inculpés pour le meurtre de Nokutula Simelane, une militante anti-apartheid. Il y a 20 ans, la commission Vérité et Réconciliation avait rejeté leur demande d'amnistie parce qu'ils n'avaient pas révélé toute la vérité sur la disparition de la jeune femme. Il aura fallu 2 décennies pour que s'ouvre leur procès. La famille de Nokutula espère découvrir ce qui s'est passé. S'ils l'ont jeté dans la rivière, ils doivent m'emmener sur place. S'ils ont laissé descendre quelque part, ils doivent me dire où. S'ils l'ont enterré, il faut déterrer sa dépouille pour lui donner de vraies funérailles. C'est tout ce que j'attends. S'ils sont prêts à tout dire et que peut-être je retrouve la dépouille, alors je peux pardonner. Oui, je pourrai pardonner. Quand la commission Vérité et Réconciliation a siégé pour la première fois, le 15 avril 1996, 2 ans, tout juste après la fin de l'apartheid, c'était un concept révolutionnaire. Elle devait offrir l'amnistie aux auteurs de crimes politiques, à une condition, que toute la vérité soit révélée. 1 millier de personnes reçurent l'amnistie, mais la commission a recommandé que plus de 300 affaires fassent l'objet de poursuites judiciaires. 20 ans après, une poignée seulement ont débouché sur des procès, au désespoir des familles des victimes. En Afrique du Sud, il y a cette idée que 20 ans plus tard, on devrait passer à autre chose, mais pour les proches, ce n'est pas possible. Comment est-ce que le parti qui a mis en place cette commission célébrée dans le monde entier comme un exemple de boussole morale,
Comment ce parti peut-il ne pas respecter les lois qu'il a lui-même fait voter ? La famille de Nokutula réclame un procès depuis plus de 10 ans, mais elle s'est heurtée à de nombreux obstacles, y compris la perte du dossier d'instruction pendant 1 an. Pourquoi la justice rechigne-t-elle à juger les criminels de l'apartheid ? Beaucoup de défenseurs des victimes estiment aujourd'hui que des membres de l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994, ont quelque chose à cacher. Pendant la lutte, il n'y avait pas beaucoup d'anges dans les rangs des combattants. Donc des personnes engagées dans la lutte armée pour l'ANC pourraient aussi faire face à des conséquences judiciaires aujourd'hui, car des crimes ont été commis des deux côtés. Le parquet affirme qu'une enquête est en cours pour déterminer les raisons de ces retards. Pour la mère et la sœur de Nokutula, au moins, la vérité et la réconciliation pourraient enfin devenir réalité cette année. C'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 15 avril. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez un excellent week-end sur Vox Africa.